Bonjour à tous. La conférence à moi elle est un peu technique, donc du coup il va falloir suivre. Il va y avoir beaucoup de code, un peu d'assembleur, ça va pas vous plaire. Vous êtes prévenus. Ça s'appelle la rétro-ingénierie pour tous, parce qu'en général quand on parle de rétro-ingénierie, ça fait peur, on sait pas trop de quoi ça parle. Par exemple, moi je m'amuse chez moi à décaper des routeurs, j'espère que vous faites pas ça chez vous. Mais en fait c'est surtout parce que le pouvoir se donne pas, il se prend. Vous êtes en école de réseau, et vous faites tourner en général des switches, des routeurs, des points d'accès Wi-Fi, mais les firmware ne sont pas libres en général. Donc vous n'avez pas forcément accès à tout ça, par exemple un firmware Cisco, vous ne savez pas trop ce qu'il fait dedans. Et le but de cette conf, c'est de vous encourager vraiment à regarder ce qu'il y a dedans. Qui je suis? Je m'appelle Julien Voisin, je suis contributeur au projet Tails et OTR, donc j'aime bien la vie privée et la cryptographie. Et je suis dans l'équipe d'administrateur système de Nos Oignons, vous pouvez tourner des nœuds Tor, vous qui êtes en école de réseau, je pense que Tor ça va vous intéresser. Radar 2 aussi, je fais de la rétro-ingénierie, si vous avez envie de faire du C, il ne faut pas hésiter. Et je bosse chez NBS, on recrute, du coup si vous avez envie de poser vos CV, c'est l'occasion. Un petit quiz, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est qu'un compilateur? Si vous pouvez mettre les mains en l'air, comme ça je vois à peu près à qui je m'adresse. Donc il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un compilateur, ok. Est-ce que vous savez ce que c'est de l'assembleur? Le langage assembleur. Cool. Est-ce que vous sentez... est-ce que vous avez déjà joué à des captures de flag? Est-ce que ça vous parle? Ouais, il y a vachement moins de mains qui sont levées. C'est une suite de challenges de sécurité en fait. À chaque fois que vous en gagnez un, vous marquez des points. Et à la fin, celui qui a plus de points est gagné. C'est vachement sympa et je vous engage à participer à ce genre d'événement. Et enfin, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont amusés à regarder des firmware de près, genre avec un éditeur hexadécimal ou ce genre de truc? Il y a une personne et demie qui a levé la main. 3, ok. 3 personnes. La rétro-ingénierie, je vous en parle depuis 5 minutes, mais je n'ai pas dit ce que c'était. Wikipédia me dit que ça consiste à étudier un objet pour déterminer son fonctionnement interne. On entend un peu parler pour les voitures, par exemple, mais moi, mon domaine, c'est l'informatique. Du coup, c'est plus à étudier un logiciel pour déterminer son fonctionnement interne. Alors, un programme, pour faire un programme, il faut un code source que vous allez taper dans votre éditeur texte. Il faut un ordinateur pour le faire tourner et le compiler. Et il faut un programmeur pour écrire tout ça. Si vous avez ces 3 ingrédients que vous touillez assez fort, vous avez un programme normalement. Ça, c'est un code source, c'est en C. Jusque-là, ça ne devrait pas être trop compliqué à comprendre. On voit que si on passe 3 arguments, il va afficher miné. Jusque-là, ça va. Ça, c'est le code assembleur qui correspond. Alors déjà, là, ça rigole vachement moins. Ça va? Ah ouais. Ah ouais. On voit qu'il se passe des trucs un peu bizarres. Il y a une comparaison avec le chiffre 3. Donc, ouais, pourquoi pas. Il y a un appel avec le mot call. On voit qu'il empile un argument avant, des adresses en dur. Donc, il y a une comparaison, il y a des sauts. Ouais, c'est pas forcément... c'est moins sexy que ce truc-là. Parce que là, même si on ne sait pas coder, on voit à peu près de quoi on parle. Là, c'est pas super marrant. Ça, c'est encore moins marrant. C'est le code machine directement. Donc là, il faut vraiment se lever tôt le matin pour voir ce que ça fait. En fait, ça correspond aux instructions qui sont encodées ici. Le premier truc, là, le LEA CUX ESP plus 4, ça correspond à ce code-là. Normal. Enfin, celui qui l'a pas vu, c'est vraiment des imbéciles, quoi. Si on est très très fort, vous pouvez directement écrire votre programme comme ça. Il n'y a pas de problème. Genre vous ouvrez votre éditeur hexadécimal et vous tapez ça et ça peut s'exécuter, il n'y a pas de souci. Mais c'est moins sympa à faire que ça, effectivement. Quand vous compilez, vous partez de ça, vous arrivez à ça. La rétro-ingénierie, on part d'ici et on arrive là. Donc en général, c'est moins sympa, c'est vachement plus lent et c'est beaucoup plus prise de tête. Comment ça marche un programme? Parce que là, on a vu un petit morceau avec des instructions bizarres et tout. Alors, on voit que tout en haut, il y a des registres. Votre machine, il y a un processeur dedans, il fait des calculs. Et les registres, c'est un peu ses variables à lui. Il n'en a pas beaucoup, il en a quelques-uns. Donc, c'est en très très gros, c'est les variables du processeur. On en a vu ici. On voit qu'il
pousse EAX qui compare ECX avec 3. C'est cette petite variable là, qui fait cette embrouille. Là, on voit notre exécution, on voit qu'il y a push, move, blablabla, il se passe des trucs. Ça, c'est les lignes d'instructions qui sont exécutées une par notre programme. On voit qu'il y a les registres qui sont utilisés. Et comme il n'y a pas beaucoup de registres, il utilise une zone mémoire qu'on appelle la stack, c'est-à-dire la pile, et il empile et il dépile des trucs dessus. Typiquement, quand vous appelez une fonction, il empile les arguments, il appelle la fonction, et il dépile les arguments pour les servir. Jusque-là, ça va. Cool. Alors maintenant, ça va être marrant. C'est pas injectif ni surjectif. J'espère que vous avez des cours de maths. Mais en vrai, ça veut dire que... Alors, un code source, on peut le compiler d'une infinité de manières. Ok. Alors, tous les codes sources peuvent pas être compilés. Ouais. Un binaire, ça peut être décompilé d'une infinité de manières. Donc là, ça commence à être chiant, parce que quand on parle d'un binaire, on peut pas retrouver le code source originel, forcément. On peut en retrouver plein, mais pas forcément l'original. Et quand on part d'un code source, on peut faire une infinité de binaires. Vous voyez que ça commence tout doucement à être difficile, à rester en général. Tous les binaires ne peuvent pas être décompilés. Et la décompilation, comme on l'a vu là, c'est pas un processus exact. Et un binaire peut être désassemblé de plusieurs manières. Décompilation, désassemblage, ça fait beaucoup de termes. Quand on passe de ça à ça, on désassemble. Quand on passe de ça à ça, on décompile. Passer de ça à ça, c'est plus facile que de faire de ça à ça. Ok, ça a l'air bien chiant. Enfin, il faut faire plein de trucs, il y a plein de... dans tous les sens. Ça n'a pas l'air super sexy de lire de l'hexadécimal toute la journée. Du coup, pourquoi je fais ça et pourquoi je vous en parle? Alors, ça sert à faire de l'espionnage industriel. Par exemple, là, on voit qu'il y a 2 iPhones, il y en a un qui a un faux. Le faux iPhone, les gens ils sont amusés à triturer un vrai, pour voir ce qu'il y avait dedans et voir comment ça marche. Et ça sert aussi aux gens gentils, par exemple VLC, que vous connaissez sûrement, c'est français. Et ils sont amusés, par exemple, à faire de la rétro-ingénierie sur des formats. Par exemple, un film, il y a certains formats qui ne sont pas documentés, comme les trucs de chez Apple, les M4V par exemple. Je crois que la spec n'est pas publique. Du coup, il y a des gens qui sont amusés à faire de la rétro-ingénierie pour que vous puissiez regarder votre film chez vous sur VLC sans avoir acheté un MacBook ou une iWatch. Ça sert aussi pour craquer des jeux. Moi, j'ai pas de lecteur de CD sur mon laptop, et du coup, je suis content de pouvoir jouer sans CD. Bon, c'est pas forcément super avouable comme but, mais ça sert aussi à ça. Est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent ce logo là? Non, c'est Pangou. C'est une équipe qui fait des exploits pour des téléphones, entre autres qui permettent de jailbreaker l'iPhone. Donc la rétro-ingénierie, ça sert aussi à ça, ça sert à exploiter des bugs. En général, quand vous trouvez un bug, ça vous fait chier parce que votre logiciel il crache ou il marche pas bien. Mais il y a des gens, ça les rend heureux de trouver des bugs, parce qu'on peut les exploiter et arriver à faire ce qu'on veut au programme. Typiquement, le téléphone, au lieu de cracher, on peut lui dire « ce serait bien que tu me donnes un shell root, là, s'il te plaît, et puis désactive les signatures que je puisse tout installer ». Donc ça sert aussi à ça, la rétro-ingénierie. Ça, c'est un passage marrant. Ça sert à faire de l'audit de sécurité. Il y en a peut-être qui ont entendu parler de Stuxnet, un grand virus méchant, qui a exploité un bug logiciel, et Microsoft l'a corrigé. Et il n'y a pas longtemps, en 2015, il y a un type qui a regardé de plus près et qui s'est dit « Tiens, c'est marrant parce que le correctif, en fait, il corrige rien du tout. » Donc c'est vulnérable depuis 4 ans, à la même faille qui a été rendue publique et qui a fait beaucoup de bruit. Donc la rétro-ingénierie, ça sert aussi à auditer, à vérifier les choses quand on n'a pas le code source. Typiquement pour voir est-ce que votre Windows est vulnérable ou pas, cette faille-ci. Vous qui êtes en réseau, vous connaissez peut-être ça. Je crois que c'est un DG834G, un truc comme ça. C'est un truc Wi-Fi pas cher. Toutes les écoles en ont, des gens qui en ont chez eux. Et l'année dernière, je m'étais amusé à triturer un peu dedans et j'avais trouvé plein de trucs de sécurité. Par exemple, que l'authentification, il y a des trucs en dur dedans. Il y a une grosse bague dehors. Donc si vous avez ça chez vous, je peux prendre la main sur votre réseau et vous le savez même pas. Moi j'en ai un comme ça aussi, mais maintenant que je sais qu'il y a un trou, je peux le corriger, même si je n'ai pas la source. Je peux ouvrir le firmware, je le triture en assembleur comme un gros port ou un moniteur hexadécimal,
Et hop, c'est corrigé, vous ne pouvez plus exécuter votre code sur la machine. Donc ça, c'est plutôt sexy. Ça, c'est le passage un peu engagé. Je vous ai dit que je bossais avec les gens de Tor et tout. Et ça, c'est Hacking Team. C'est des gens qui vendent des malwares à des gouvernements. Moi, je les aime pas trop. Et du coup, ça permet d'analyser leur malware. Il y a Citizen Lab, par exemple, qui est une asso, je crois, qui s'amuse à reverser des malwares étatiques pour protéger les journalistes, typiquement, parce qu'on retrouve leurs conneries sur des laptops de journalistes, c'est pas super sympa. Et ça sert aussi aux antivirus. Ils font la rétro-ingénierie régulièrement, toute la journée en fait. Ils trouvent un virus, ils regardent ce qu'il y a dedans, comment ça marche. Ah tiens, il utilise telle faille, c'est serait bien de la corriger. Tiens, il fait comme ci, comme ça. Ah, c'est pas con, il faudra le détecter. Donc ça sert aussi aux gentils, la rétro-ingénierie. Interopérabilité, il y a des gens sous Linux peut-être dans la salle, comme une carte Nvidia. Ça sert à faire le pilote nouveau, par exemple. En français, ça rend pas bien quand je le dis, mais je suppose qu'en anglais, ça fait cool de le rendre en français. Ça permet de faire marcher votre carte graphique. Votre carte Wi-Fi aussi, en général, les pilotes, ils sont pas donnés comme ça. Donc il y a des gens qui s'amusent à reverser, à regarder comment ça marche chez ce propriétaire. On le reconnaît en libre. Ça permet d'éviter ce genre de scène. Il y a des gens qui s'en souviennent. C'est une conférence avec Linus Torvald, le type qui a commencé Linux. Et une dame m'avait dit j'ai une carte Nvidia, ça marche pas. Comment ça se fait, c'est pas cool. Et Linus avait dit fuck you Nvidia. Parce que Nvidia donne pas leur driver et du coup ça prend vachement de temps de faire de la rétro-ingénierie. Comme je vous l'ai dit avant, ça a l'air vraiment chiant comme pratique. Et surtout parce que c'est super marrant de faire l'assembleur toute la journée. Enfin voilà, moi c'est mon truc, mais je comprends que ça décourage les gens. Cool, j'ai fini. Et du coup, je vais pouvoir vous parler un peu de mon week-end. Donc, je vais brancher mon laptop sur le projo, donc on va avoir une petite coupure. Ou alors quelqu'un va le faire pour moi. Cool. Du coup, je vais vous parler de mon week-end. Je pense que ça va être un peu pénible parce que je pensais pas qu'il y aurait un micro. Du coup, je vais devoir poser le micro pour faire des trucs après. Alors, ce week-end, je me suis amusé à jouer à ça. Ça, c'est la classe. Il y a quelqu'un qui l'a reconnu dans la salle. Ouais, c'est Age of Empires 1. C'est vachement bien comme jeu. C'est le jeu de l'année en 97. Seulement, j'ai dit que j'avais pas de lecteur CD et en fait, il m'a dit ce serait bien que tu mettes un CD-ROM pour jouer tout seul. Ouais. Ou alors, je pourrais aussi jouer sans CD en fait. Du coup, je vais vous montrer comment on fait pour jouer sans CD. Il y en a qui vont dire ouais, mais c'est illégal ce que tu fais. Non, c'est pas illégal. En fait, j'ai le droit. Parce que là, je le fais sous couvert de recherche. Je vous montre comment on fait. Et en plus, je peux aussi dire que c'est pour l'interopérabilité. Parce que le jeu, il marche pas sur mon Linux, en fait. Parce que j'ai pas de lecteur CD aussi. On est en Europe, mais du coup, on a le droit de faire ça. Il y a certains pays où on n'a pas trop le droit. C'est pour ça, entre autres, que VLC, ils sont restés en France. Parce qu'on a le droit de faire tout ça. Pour de la sécurité, pour de la recherche, pour l'interopérabilité, j'aime pas ce mot. Donc, si vous voulez faire la rétro-ingénierie, il ne faut pas vous priver, quoi. Il y a vraiment très peu de chances qu'il y ait quelqu'un qui vienne toquer chez vous, et même s'il vient toquer chez vous, il a tort. Alors, ça c'est un logiciel propriétaire qui coûte cher. Mais comme j'ai pas trop le temps de vous expliquer avec un logiciel moche, on va prendre celui-là parce qu'il est plutôt sexy. Ça c'est la fonction main. S'il y a des gens qui ont déjà codé sous Windows, on voit qu'il y a un truc winmain. Parce que Windows, il faut jamais les choses correctement. Et ça a l'air méga chiant. Il y a plein de trucs. Du coup, on va être malin. Pour vérifier s'il y a un CD, il va pas s'amuser à recoder un petit module noyau dans Windows pour voir s'il y a un CD. Il va demander à Windows, est-ce qu'il y a un CD ici? Si oui, est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Donc on va être malin, on va chercher où est cette fonction-là. Ça s'appelle un import. J'ai 2 curseurs de souris, c'est super.
Je crois que ça s'appelle drive, quelque chose, genre disk drive. Ah ouais, il y a une fonction qui s'appelle drive, get drive type. Avec un peu de chance, c'est ça. Oh, il y a plein de trucs, c'est pas beau. Get drive type ici, et une référence à cette fonction-là, à cet offset. Du coup, c'est-à-dire cette fonction est appelée ici. On va aller voir. C'est pas très beau. Il y a des graphes, c'est cool. On a soit la vue comme ça pour les gens qui n'ont pas peur, soit la vue comme ça qui est déjà plus sympa. Alors, il se passe des trucs. CDPath, ça c'est plutôt cool, ça veut dire qu'on est à peu près sur la bonne voie. Ça veut dire qu'il va faire des choses en rapport avec un CD, puisque là ça va. Là, il y a une autre fonction ici, getDriveType. EX, c'est sa valeur de retour, c'est comparé à 5, et il y a un saut conditionnel qui fait que ça part d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, file name maximum volume information. Volume information, il va sûrement récupérer des informations sur le CD. Donc on n'est pas loin. Et à mon avis, une fois qu'il a appelé cette fonction-là, il doit passer ici, parce qu'il ne trouve pas notre CD, on va chercher des infos dessus. Ça a l'air d'être un check plutôt basique, c'est-à-dire qu'il ne va pas regarder en détail le CD, il va juste dire il y a un CD, ah cool, il y a un CD. Il s'appelle comme ci, comme ça, ah mais c'est Age of Empires ça, bon mais c'est cool, tu peux jouer. Sinon, il part sur le côté, la petite flèche qui est rouge qui est là. Vu que j'ai deux curseurs forcément, vous voyez la petite flèche rouge. Là, alors ça c'est le truc où il valide, où il cherche les informations sur le CD, blablabla, il se met des trucs, et il y a un appel à string compare, il va comparer deux chiens. Ah, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Il va vérifier le CD, il va faire une comparaison. Est-ce que c'est Age of Empires peut-être dedans? Est-ce que c'est pas, je sais pas, un autre jeu? Ou alors, s'il ne trouve pas le CD, il suit la flèche, il va là, il XOR EX avec lui-même, il le met à 0, et ensuite c'est la fin de la fonction. Donc on va résumer, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations et c'est l'assembleur dégueulasse. On est allé chercher dans la table des imports des informations sur des fonctions avec de rapport avec le CD. Il appelle cette fonction-là, il compare sa valeur de retour avec 5, et suivant c'est 5 ou pas, soit il met la valeur de retour de la fonction à laquelle on est à 0, soit il demande plus d'infos, il vérifie des trucs. Alors moi je dirais que pour jouer sans CD, on va changer le saut qui est là. Non, on va même faire mieux que ça. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Ouais, on peut faire mieux que ça. On va lui dire, si jamais tu ne trouves pas le CD, tu vas quand même mettre EAX à 1. On va faire comme si tu avais... la fonction, quand elle retourne, elle dit ouais, c'est bon. Pas de problème. Moi, ça me paraît bien. On va essayer de faire ça. Alors. Cool. Alors, l'offset, c'est là où on va aller patcher. C'est ici. On va garder cette vue-là, c'est plus clair. L'offset qui est là, c'est marqué en tout petit. Il y a 5401. 5101, ouais, c'est ça. Et en fait, on va le patcher directement en code machine, comme des gros dégueulasses. C'est marqué à la ligne 6 là-haut, on va lui dire incrémente EAX, et on va lui faire rien. Parce qu'en fait, si vous vous rappelez de ce truc-là, voilà. C'est pas très pratique avec le micro, du coup, je fais de mon mieux. Voilà, là on voit l'encodage en fait. Voilà, ici. On voit là, si vous vous rappelez au début, il y avait l'assembleur, et de l'autre côté il y a l'hexadécimal. Et bon, on voit ici que XOR EX, c'est codé sous forme 31, c'est 0. Et nous, notre instruction pour incrémenter EX, elle est juste sur un seul bit. Du coup, là on va dire, fais rien. Tu incrémentes EX et tu fais rien, plutôt que de le mettre à 0. Alors, là, il y a notre morceau d'hexadécimal, c'est 4090, pour dire incrémente EX. Il se passe des trucs où il est marqué crack, mais c'est plus un programme de compatibilité avancé. Alors, j'ai écrit avant parce que je ne vais pas l'écrire là, ça serait chiant pour tout le monde. On vérifie la taille pour éviter
si jamais on rend ça public pour d'autres gens qui sont dans la même situation que nous. Et ici, on va écrire directement en dur, comme des porcs, notre petit morceau d'hexadécimal. Est-ce que je l'ai fait? Non, je ne l'ai pas fait. Du coup, je vais le faire devant vos yeux ébahis. On va compiler notre crack, notre programme de compatibilité avancée. Et on le lance. Hop, en août. Non. Non. Voilà. Et notre binaire s'appelle empire.exe. J'espère que ça va marcher parce que si je ne marche pas, je vais vraiment passer pour un gros con. On va lancer avec Wine. C'est un truc pour faire tourner les programmes Windows sous Linux. J'espère tellement que ça marche. Non, il y a une astuce. En fait, j'ai 2 écrans, et du coup, le jeu il s'est lancé sur celui-là. Ouais, mais je vais essayer de les mettre en close. Ah, il m'a pris mon curseur de souris. C'est bien. Putain. Je pue la main. C'est super intéressant. Comment... T'es ouais, t'es malin, ouais. Est-ce que... Ouais, c'est à gauche, j'ai plus la main sur la machine. Si je le débranche... Vas-y, on essaie. Ok, on a vraiment perdu la main sur la machine, c'est intéressant. Ah non, c'est bon. Peut-être. Non, putain. Le crack, c'est un local. Il y a mon exploit qui s'est voté. Putain, c'est intéressant ça. Non, en fait, c'est bon, ça marche. Je veux bien que tu me rebranches. Oui, est-ce que tu peux mettre ta prise dans mon... C'est bon, c'est le temps. Je peux dire ça au micro ou pas? Ok, on se refait moins crispé. Sans bec. Là, je vais y arriver. Display, et on le met en close. Comment on fait? Yeah. On se refait moins crispé. Voilà, on a craqué Age of Empires en 10 minutes et tout pété. Dans la vraie vie, ça prend vachement plus de temps parce que les gens qui font des jeux aujourd'hui, ils ont compris. Et du coup, ils nous rendent le travail un peu plus compliqué. Mais si vous avez des vieux jeux et que vous n'avez pas de lecteur CD, ou que vous avez la flemme de mettre le CD dans le lecteur, ou que vous êtes curieux, je vous engage à essayer de le modifier pour des raisons de compatibilité. Et il faut surtout pas hésiter à le faire parce que c'est vachement marrant. Surtout que ça permet de jouer à Age of Empires avec ses potes quand on n'a qu'un seul CD. Cool, alors ça c'était mon week-end. Et mon écran est trop petit. Putain, c'est vraiment pas terrible. Du coup, je vais encore vous parler d'autres trucs. J'ai encore le temps. Si je retrouve mes diapos. C'est super intéressant. Ah oui, il ne veut pas me l'afficher. Ah, c'est bien ça. Putain. Je vais finir par y arriver. Yeah. Cool, on a craqué le jeu. Du coup, maintenant que je vous ai parlé de mon week-end, je vais vous parler d'un pote à moi. Il a une boîte de sécurité à Londres. C'était ça. Il y a une faute. Ah, je suis désolé.
Oui, mais je suis en informatique, alors je me droit. Non, ouais. Puis sérieusement, nonobstant la faute. Non, c'est vrai que ça fait tâche, putain. Alors, diapo suivant. Il tape dans une boîte de sécurité et il fait passer des entretiens pour écrémer le tout. En fait, quand il reçoit un mail, il envoie un énoncé. Et suivant comment les gens y répondent ou pas, il donne suite. Et l'énoncé, c'était « Fais-moi une fonction qui s'appelle great » qui prend paramètre donc char étoile et qui affiche paramètre et le plus beau. Jusque là, ça va, ça ne doit pas être trop dur, mais ça permet d'écrémer. Un jour, il a reçu une lettre d'un type qui travaillait dans la sécurité, mais dans les sécurités des portiques à l'aéroport. Du coup, ça a permis d'écrémer un peu. Qui pense que ce code est bien? Qui aurait... ok. Est-ce qu'il y a des gens qui trouvent qu'il y a un problème dans ce code quelque part? Ouais, il y a... Levez un peu les mains là, qu'on blâme après. Ça, c'est les gens qui pensent qu'il y a un problème dans le code. Okay. Trop gros, ça rentre pas. C'est trop gros, ça rentre pas. Mon indentation est pas bonne. Ouais, non, mais... vraiment... Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que ce code est juste, enfin, est bien? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont rien à redire, à part l'inventation, évidemment? Non? Il y a des gens qui pensent qu'il y a un trou dedans, c'est plutôt cool. Ah, j'ai entendu le terme, on spoil pas. En fait, ouais, il y a un problème. On déclare un buffer taille 64, et quand mon nom, par exemple, je m'appelle, je sais pas, Pierre-Henri Mathieu Jean-Michel Poète, ça va dépasser, et il va se passer des choses affreuses. On se dit, ouais, c'est juste un bug, c'est pas très grave. Au pire, t'as un nom de Charlot, le programme il se casse la tronche. Ouais, enfin, c'est dommage. Non, c'est encore mieux que dommage, c'est rigolo. Alors, vous vous souvenez de cette slide où je vous ai dit, il y a des registres, il y a des lignes qui s'exécutent une par une, et là il y a la stack où on empile des trucs. Ok, on va dire que tout le monde a compris. Si vous n'avez pas compris, je vous demanderai après. Ça, c'est une stack. Et il y a des petits morceaux. Vous allez comprendre. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette slide en fait. Voilà. Ça, c'est un appel à une fonction. En fait, quand on appelle une fonction, votre programme s'exécute linéairement. Il y a un appel à une fonction, il va sauter ailleurs, il exécute la fonction, et ensuite il va revenir où il était. Pour qu'il revienne où il était, il faut qu'il se souvienne à partir d'où il a sauté. Ça s'appelle l'adresse de retour, et c'est mis sur la stack. Donc avant, il y a mon main qui se promène, je vais même vous le montrer avec le code source. Voilà. Il y a mon appel à main, voilà, il vérifie le paramètre, il appelle la fonction great. Ce qu'il va faire, il va empiler argv1 sur la stack, il va empiler l'adresse de retour, il va là-haut, il dépile le paramètre, il exécute, il fait son fin, et quand il arrive là, il récupère l'adresse de retour pour savoir où il doit sauter, et il va sauter là, et il reprend l'exécution. L'adresse de retour, c'est bon. Cool. Bon, là, le tableau, il a une taille de 12. Là, on peut imaginer que c'est une taille de 64 comme ce qu'on a fait. Blablabla. On met hello dedans. Jusque-là, ça va. Qu'est-ce qui se passe si on met plus? Et bon, on va écraser l'adresse de retour. Ce qui fait qu'on va contrôler où notre programme il va sauter. Et ça, c'est super intéressant. Parce que ça veut dire qu'on va prendre la main sur ce programme. On va pouvoir lui faire exécuter ce qu'on veut. Au lieu de revenir dans le mail, on va lui dire que ce serait bien que tu ailles, dans la fonction là-bas, que c'est moi qui l'ai faite, ce serait cool que tu vois ce que je veux dire. Exemple, J-voisin, il dit J-voisin est le plus beau. Par contre, si on... J'espère que vous allez faire du shell. On dit à Python d'afficher la lettre A 128 fois. Il dit A est le plus beau. Quand il revient à la fonction, segmentation fault. Cool, mais c'est pas super marrant. On aimerait bien savoir combien de lettres il faut mettre avant de contrôler l'adresse de retour. Le but, c'est de contrôler l'adresse de retour. Vous allez me dire, c'est 64. Et après, non, c'est pas forcément 64. Vous vous rappelez au début les slides, quand je disais que la compilation, ça marchait dans un sens, une infinité de possibilités, dans l'autre sens aussi. En fait, quand vous dites à votre compilateur, j'ai un tableau de taille 64, il va donner un tableau de 64,
et peut-être plus, genre 128, ou un tableau de 2 gigas, enfin il fait un peu ce qu'il veut. Du coup, on ne peut pas trop prévoir. Donc là, je lance dans GDB, debugger, et je lui dis, tu m'affiches la lettre A 76 fois, et après tu m'affiches B, 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 B. Je lance, il se casse la gueule, c'est une mutation fault, il y a les registres, et il me dit, le pointeur, il a une adresse invalide. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le code hexadécimal de la lettre B majuscule? 42. Il y a un rapport. En fait, au bout de 76 caractères, on écrase l'adresse de retour, qui va être B, 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 B. Et du coup, on le retrouve là, 42. Donc ça veut dire qu'on a le bon padding pour aller écraser notre tableau et trouver l'adresse de retour. Là, il y a des morceaux de la stack. On voit qu'il a empilé et le plus beau, plein de trucs. Donc on voit bien qu'il a mis des paramètres. Et là, on voit même l'adresse, une petite adresse du main. Donc il y a vraiment tout et n'importe quoi sur la stack. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Les registres. On voit que EAX, c'est minuscule, on s'en fout. EBX, c'est un truc qu'on ne sait pas trop. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant. On voit que le registre ECX, c'est la lettre A qui est répétée 76 fois, BBB, et le plus beau. Ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que le registre ECX, il pointe sur ce que nous on a mis. Impeccable. Là où je veux en venir, c'est qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. On pourrait mettre sur l'adresse de retour, ce serait bien que tu exécutes ce qui est dans EAX, dans ECX, parce que dans ECX, il y a une valeur qu'on contrôle, il y a tout ce qu'on a mis en paramètre. Donc, ok, je vais appeler ECX. Là, on va mettre un truc qui dit, tu fais rien. Vas-y, avance, il fait rien. Et là, on va mettre un morceau de programme en dur. Comme ce que je vous ai dit en plaisantant, quand je vous ai montré le code source, l'assembleur et le code exa. Si vous avez envie, vous pouvez coder un programme en code exa directement. C'est chiant, mais vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. L'avantage, c'est que si je colle du code exa ici, il va pouvoir l'exécuter. Alors que si je mets un code C, là, il ne va pas trop savoir quoi faire. Mais si je mets du code machine, du coup, là, on lui dit, tu glisses, tu fais rien. Hop, il va arriver là, il va exécuter mon code. Et je peux programmer un truc qui dit, par exemple, donne-moi un shell. Ça, c'est cool. Pourquoi j'ai mis un truc qui dit tu fais rien? Parce que rappelez-vous, il faut qu'on écrase l'adresse de retour. Donc il nous faut 76 caractères, ensuite on écrase. On ne peut pas simplement dire exécute X et juste le shellcode. Après on peut intervertir les deux, c'est pas grave, mais le but c'est qu'il y ait toujours de là à là 76 caractères. La bonne nouvelle, c'est qu'en 76 caractères, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que la démarche est à peu près claire? On va donc se faire moins crispé pour être vraiment sûr. Il y a notre programme, il y a un tableau de 64 caractères. Si j'en mets trop, il se passe des choses vilaines. Comme on l'a vu ici, ça c'est fault. Le but c'est d'écraser l'adresse de retour. À la fin d'une fonction, il saute à son adresse de retour. Si on la contrôle, on a à peu près gagné à peu de choses près. On voit que dans le registre ECX, c'est à peu près une variable du processeur, il y a ce qu'on a mis. Et si on met du code machine, on va pouvoir faire exécuter ce code machine. Le résumé est là. Cool. Est-ce qu'on arrive à copier un shell? Bon, on va essayer. Alors, un terminal. Julien, tu peux augmenter la police, s'il te plaît? Ouais, je vais dans le bon dossier et je augmente ça tout de suite. Comme ça. Ouh, cool. Alors on va y aller avec GDB. Debugger, je lance. Voilà. Et on va lui dire, tu vas lancer le programme avec 76 caractères, et ensuite BBB. Poc. On voit qu'il s'est vautré. Il dit, oui, j'arrive pas à exécuter. 42. Cool, on contrôle l'adresse de retour. Du coup, on va faire ce qu'on appelle un exploit pour exploiter le bug.
Je l'ai codé en Perl, parce que j'aime bien le Perl, en net Perl. Voilà. Là, il y a un code machine qui est à peu près illisible et dégueulasse. C'est un appel au syscall. Le syscall, c'est quand vous êtes pas au niveau noyau, mais au niveau utilisateur. Là où vous codez d'habitude, vous descendez rarement au niveau noyau. Vous lui dites, j'aimerais bien que tu exécutes un programme, et vous demandez au noyau, exécute un programme. C'est à peu près ce qui va être fait ici. On va lui dire d'exécuter bin sh. Bin sh, c'est le shell naïf et idiot. Oui, je vais augmenter la police. Voilà. Ça ressemble à ça. On peut demander à des outils de nous générer des shellcodes. C'est vraiment pas beau. Du coup, on va lui dire, on va le désassembler pour repasser en assembleur avec la police. Cool. On voit qu'il pousse deux constantes. 68, 73, 2F, 2F. Si vous connaissez votre table ASCII par cœur, vous voyez que ces deux-là, c'est bin sh. Slash bin, slash sh. Il se passe des trucs, il y a un int 80. Cette instruction, c'est dit au noyau, c'est à toi de prendre la 1. Et AL, c'est le paramètre. Il est égal à 0B, c'est 11. Et c'est dit exécute le programme, qui est passé en argument. Et on a empilé bin sh. Donc le code pas beau, qui est là-haut, quand on le désassemble, c'est quelque chose qui dit ça c'est bin sh, ce serait vachement bien que tu l'exécutes s'il te plaît. Alors on a notre shellcode, c'est pas un shellcode, on a notre jump machin. Alors comment on a trouvé un truc qui dit call ECX? Alors on va demander à. On va analyser le binaire. Si j'y arrive. Non. Voilà. Et on va chercher un truc qui dit call ECX. Cool. À cette adresse-là, dans notre fichier binaire, il existe déjà une instruction qui appelle ECX. C'est plutôt cool. On voit qu'il y a d'autres morceaux d'assembleur, mais on s'en fiche, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut juste qu'il appelle ECX, qu'il fasse rien d'autre. Du coup, on va mettre cette adresse-là dans l'adresse de retour pour qu'il appelle ECX et qu'il exécute notre shellcode qui est là-haut. Alors, il y a une astuce. C'est un peu technique, mais ça vous explique pourquoi je l'ai écrit à l'envers, en fait. Parce que nos machines, l'architecture x86, c'est du Little Endian, ce qui veut dire que les nombres sont écrits à l'envers. C'est super chiant. Mais ça vous explique pourquoi c'est à l'envers, parce que je m'attendais à la question de... Non, c'est fait exprès. Et on voit qu'il y a du padding, 0x90, c'est 90 en assembleur, et ça veut dire nope, 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 nope. Ça veut dire faire rien. Du coup, on a notre shellcode, on a notre saut, et on a du padding pour que la longueur fasse tout 76. Cool. Et à la fin, je vais mis un petit résumé, c'est cool. Et à la fin, on a notre padding, notre shellcode, call ECX. On va tout assembler ensemble, là, tac. Bon, normalement, ça devrait marcher. Sinon, pareil qu'avant, je vais passer pour un mariole. Yeah. Tada! On a un shell. Vous partez loin quand même. Parce que vous vous rappelez quand même que le programme de base, c'est un truc qui affiche le plus chmuche et le plus givoisin et le plus beau. Et on arrive à avoir un shell, c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que si vous ne faites pas attention, une petite faute d'inattention, vous ne réfléchissez pas, hop, je peux faire ce que je veux avec votre machine. Je trouve ça extraordinaire. Alors, en conclusion, t'as quelque chose à... Bien. La rétro-ingénierie, c'est vachement cool. C'était peut-être un peu technique comme talk, c'était peut-être un peu fouillis parce que je tiens un micro, je fais des trucs et ça marche pas. Mais c'était pour montrer qu'on peut faire vraiment plein de choses et que moi ça m'éclate de passer mes nuits à reverser des films Cisco et à trouver des trous dedans. Age of Empires, ça marche sans CD. Je vais jouer avec vos potes. Et popper des shells, c'est vachement marrant. Donc faut pas hésiter à le faire.
Et surtout, en fait, tout ça, toutes ces blagues et tout, c'est vraiment pour vous faire comprendre que, si vous avez un switch Cisco, essayez d'avoir un shell dessus, essayez de faire des trucs, faites pas confiance aveuglément. Cisco, c'est une boîte aux États-Unis, comme le Patriot Act, tout ça, ou votre machine Windows, faites pas confiance, c'est un truc que vous maîtrisez pas. N'hésitez pas à vous amuser à péter des trucs, c'est vachement rigolo, popper des shells, reverser des trucs, trouver des backdoors, écrivez des choses, poncez les machines de vos potes, ne le faites pas. Mais, c'est... Non, plus sérieusement, reversez des trucs, soyez curieux et... Ouais, non, c'est nul, soyez juste curieux. Si vous avez des questions ou des trucs à dire à part la faute et l'inventation, je serais ravi d'y répondre. Bon, s'il n'y a pas de questions, c'était quoi le logiciel super cher que tu as utilisé au début? Ça me chagrine de faire de la pub pour ce logiciel que j'aime pas. Plus sérieusement, il s'appelle IDA Pro, IDA, espace Pro, et des alternatives libres, comme le projet Radar 2. Ça vous évoque peut-être quelque chose, parce que c'est au début de mes slides. Donc voilà, pour faire la rétro-ingénierie libre, avec un logiciel dont vous pouvez avoir confiance, il y a Radar 2. Si vous avez du fric en trop, il y a IDA. J'ai une petite question qui n'est pas du tout technique, ici. Ouais. Comment tu expliques la pauvreté aujourd'hui de la scène, comme on a vu tout à l'heure, Razor, etc., qui aujourd'hui il n'y en a presque plus? Est-ce que c'est un manque de curiosité? Est-ce que c'est peut-être... Je ne sais pas, comment est-ce que tu expliques ça, cette pauvreté? Qui ici a déjà essayé de tenter de craquer un jeu? Bon, ouais, du coup, je passe pour un con parce que je pensais que personne ne lèverait la main. Non, je pense que les gens se sont lassés, en fait. Au début, il n'y avait pas de protection, alors c'était facile, tout le monde pouvait s'y mettre, les gens étaient vachement curieux, c'était marrant d'assembler sa machine. Aujourd'hui, ça demande plus de compétences techniques. C'est dans des machines virtuelles, c'est compliqué, il faut s'y mettre à plusieurs, ça prend du temps. Je pense que les gens ont moins de motivation. Mais il reste quelques groupes et ça continue d'avancer, mais ils ont une telle avance et tellement de connaissances et de choses emmagasinées que c'est compliqué de rattraper la chose. Et il y a de plus en plus de gens qui font l'exploitation, qui sortent des shells, ce genre de choses. Donc peut-être que ça a bougé, que l'intérêt a bougé ailleurs en fait. Est-ce que ça répond à la question? Cool. Il y a une autre question tout là-bas au fond. Si. Si. Non, mais en Il y fait, a un handicapé autant que faire marcher. le micro, c'est autant pour faire marcher que pour les gens qui regardent peut-être le stream et ça m'évitera de répéter ta question. Alors, je veux juste savoir, t'as testé avec Jeff 1, moi je joue avec Jeff 2. On va en parler après. Non, plus sérieusement, oui. Enfin, pour le mettre autrement, Microsoft, ils ont fait un logiciel qui tourne sur ta machine à toi, ta machine que tu contrôles complètement, et il y a une petite condition qui dit est-ce qu'il y a un CD. Enfin, tu contrôles complètement l'environnement dans lequel tourne le truc, donc tu peux lui faire ce que tu veux, tu peux le modifier comme tu veux. Donc ça va peut-être te prendre un peu plus de temps, mais à la fin, oui, tu gagnes forcément. Mais ça peut te prendre 2 ans. Ouais. Bon, en vrai, c'est un poil plus dur, mais pas beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a un téléphone qui sonne. Est-ce que ça compte comme une question? Ah, je sais pas, peut-être question à distance. En tout cas, merci Julien. Pas plaisir. Et maintenant, il y a une question sur YouTube. Il y a une question sur YouTube. Alors, Attends, on vit dans le futur. Antoine Ribard qui pose la question et qui postille de chiffrer l'exé pour ralentir le reverse. Ah ouais, ça va me faire chier, mais à la fin, je gagne quand même. Mais ça va me faire chier. Voilà. Donc maintenant, on va passer à une conférence d'Alexandra Toussaint et de Sébastien Araignée sur l'optimisation du temps de recharge du compromis.